Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue une fois de plus à ce nouveau numéro de débat pour la nation, débattre de questions importantes de la République démocratique du Congo. Tel est le leitmotiv de cette émission et nous disons toujours que de ces débats contradictoires, de ce choc d'idées pourra jaillir la lumière, pourra jaillir ce substrat, la quintessence de la réflexion qui vont permettre à la nation d'avancer. Parce que nous sommes suivis à Kinshasa, capitale de la RDC, sur Perfect Télévision, de par le monde YouTube, Peter Tiani, RDC TV, mais aussi sur CanalSat, Nyota Télévision, où nous couvrons tous les amis de l'Europe, des Amériques aussi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez suivi les annonces, vous allez encore resuivre ces annonces où nous avons dit que nous allons recevoir aujourd'hui une personnalité importante de la République démocratique du Congo. Il a fait la pluie et le beau temps, la crème de la jeunesse intellectuelle, ministre honoraire de l'industrie, aujourd'hui président d'un parti politique qui se veut ni à gauche ni à droite, mais au centre. Un parti qui dit ne pas être des extrémistes, encore moins de fanatiques. Ils veulent être la synthèse, ça veut dire l'antithèse de la thèse de juste milieu. Son président est avec nous sur ce plateau. Jean-Marc Kambinga, bonjour, bienvenue. Bonjour Peter Tiani. Comment vous allez, président? Mais je vais très bien, très bien. Nous sommes au service de la nation pour la promotion d'une certaine idée de la politique qui semble se perdre. Donc nous avons la forme, l'énergie et surtout l'amour de ce pays pour continuer à éduquer, à orienter le débat vers là où cela nous semble être la voie la meilleure. La manière dont j'ai peint le tableau de votre parti, j'ai fauté ou ça va, vous n'êtes pas des extrémistes, encore moins des fanatiques? Disons que c'est vous essayez un peu de chercher le juste milieu? Disons que c'est un regroupement politique. Il y a un parti, le mien, mais d'autres partis et des mouvements associatifs. Tout à fait. L'idée, effectivement, c'est la promotion de l'idéologie centriste que nous n'avons pas créée, qui existe partout au monde. C'est la synthèse, la systématisation du consensus. Globalement, vous avez très bien compris ce qu'est le centrisme. C'est une position originale qui essaye de démontrer qu'il y a toujours un dénominateur commun. Et d'ailleurs, l'histoire de l'humanité nous enseigne que c'est par les synthèses que l'humanité a évolué. Mais être le centrisme n'est pas aussi dire à quelqu'un, vous avez raison, et à l'autre, vous n'avez pas tort. C'est un peu du chaud et du froid. Du coup, c'est du chauve-souris. Non, c'est la réalité. Parce que les capitalistes radicaux et les communistes, le communisme qui est le stade extrême, si vous voulez, du socialisme, ont, à l'épreuve des faits, été contraints de constater qu'il faut de toute façon un peu plus de justice sociale, mais il faut tout autant et en même temps des capacités productives et un environnement concurrentiel qui permet la production des richesses. Donc c'est l'idée qu'il n'y a jamais, de toute façon, de par la nature des choses, un absolutisme de position qui puisse être la solution définitive. C'est un peu comme la neutralité, on dirait. Non, rien à voir avec la neutralité. Parce que la neutralité, certains disent que la neutralité est une lâcheté, c'est la peur de prendre opposition. Non, le centrisme n'a rien à voir avec la neutralité. La neutralité, c'est l'absence de position. Dire, par exemple, dans les circonstances actuelles, qu'on n'est pas de l'union sacrée, sans pour autant d'être de l'opposition radicale et faire des propositions originales. Mais c'est ça l'ambiguïté en fait. Non, parce que... Vous n'êtes pas dans le lieu sacré, vous n'êtes pas dans l'opposition, vous êtes... dans l'opposition radicale. Vous êtes dans l'opposition républicaine avec Non, nous sommes dans une opposition qui est une opposition constructive, je dirais. C'est quoi l'opposition constructive? C'est l'opposition qui prend ce qu'il y a de positif, qui ne nie pas ce qu'il y a de positif dans ce qui est fait, mais qui montre les limites de ce qui n'est pas fait et qui trace la voie. C'est pour ça que vous et moi, d'ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de cette idée particulière qui n'est pas la neutralité, nous avons, il y a quelques mois, débattu sur les propositions du centre. Les 100 propositions. Les 100 propositions du centre. Ça veut dire qu'il n'y a aucune neutralité. S'agissant de la guerre, nous avons une proposition. Nous avons une réflexion qui n'est peut-être pas celle de dire, comme certains, l'état de siège a échoué. Mais si vous n'avez pas dit que l'état de siège a échoué et que vous n'avez pas dit que l'état de siège est une réussite, entre les deux, il y a une réponse qui n'est pas de la neutralité. Comme certains disent qu'entre le pour et le contre, il y a la raison. Pas de souci,
la situation de l'Est, parce qu'on parlait de l'état de siège. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de faire une petite digression Allez-y. qui peut paraître assez personnelle, mais qui me semble une digression nécessaire. Il y a quelques jours, très tard, parce que les politiciens, parfois nous vivons tard, je suis tombé sur une émission sur Nyota TV. Une émission que vous animiez avec le professeur Kaleye, M. Yamba Yamba, Albert Moleka. Et je dois vous avouer que j'ai été nostalgique en suivant cette émission d'une certaine qualité du débat public. Merci beaucoup. C'était une émission de très haut niveau qui m'a fortement rappelé les espérances que suscitaient les débats politiques il y a une quinzaine d'années lorsque nous commencions la politique. J'ai vu des acteurs publics qui ne peuvent plus être suivis aujourd'hui en réalité, parce que les gens ne comprennent plus le fond, la vérité et la hauteur. C'était une très grande émission. Merci. Et je souhaiterais vivement, pour ma part, qu'il y ait de plus en plus d'émissions comme celle-là. Il ne faut pas que l'excellence abdique, parce qu'en fait, notre société, aujourd'hui, dans laquelle prolifèrent les médiagogues, voudrait faire abdiquer l'excellence. L'excellence est une lanterne essentielle pour le redressement de notre pays. Ce ne sont pas les joutes oratoires par invective contradictoires qui feront avancer le pays. C'est un débat de fond sur la société, sur l'éducation et sur le substrat dont le Congo a besoin pour avancer. Je voudrais vous féliciter en tant que journaliste, mais aussi vos invités. Ceci n'est pas dans la coutume, dans la liturgie politique congolaise, mais je voulais profiter de votre antenne pour vous dire, oui, c'est ça qu'il faut faire. C'est ce type de débat dont notre pays a besoin. Merci beaucoup, venant de vous, la crème intellectuelle connue de notre pays, qui avait brigué des très grandes fonctions dans ce pays, avec un parcours assez bagagé. On est très flatté que ça vienne surtout de Germain Kambinga, qui a excellé au MLC, ensuite ministre de l'Industrie, qui a donné une forme à un ministère d'ailleurs qui était presque quasi inexistant. Et puis bon, aujourd'hui avec le centre et avec tous les amis. Toujours dans le combat. Ça nous va droit au cœur, venant de vous en tout cas. Nous sommes flattés et nous allons essayer d'avancer sur le même chemin. Germain Kambinga, situation préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo. Oui. Les Burundais sont maintenant chez nous. Oui. Il y a peu, c'était les Ougandais. Oui. Les Rwandais aussi. On a presque tout le monde chez nous. Comment vous décryptez cette situation? Pendant que nous faisons cette émission, plus de 2 mois, une partie de la RDC est occupée par les M23, Bunagana. Combien de fois avez-vous ça n'émeut personne, on dirait. Combien de fois avez-vous pensé à Bunagana depuis ce matin? Je parle à tous les Congolais qui suivaient cette émission. On est même en train d'oublier. Soyez honnête, à Kinshasa. On est en train d'oublier, je vais être sincère, on est en train d'oublier. Alors, c'est l'irresponsabilité de l'élite nationale, de la société congolaise dans son entièreté, qui explique ce qui se passe à l'Est depuis des années. En réalité, nous ne sommes pas à la hauteur de la problématique, nous, peuple congolais. Je vous ai posé une question. Accusez les politiciens, accusez les militaires, les décideurs, mais vous, chacun de vous, devant votre écran, depuis ce matin, combien de fois avez-vous pensé à Bunagana, aux conditions infrahumaines dans lesquelles vivent les populations de l'Est? On était dans les bruits hier, aujourd'hui matin, on a oublié. Oui. La balkanisation presque effective. Combien de fois avez-vous pensé à cela? Ceci expliquant cela. C'est la vacuité de la société congolaise qui explique les appétits de nos voisins. Le Congo doit se réveiller. Comprendre qu'il n'y a pas une autre priorité que la problématique de l'Est. Comprendre qu'il n'y a aucun rêve d'accomplissement qui peut aboutir si nous avançons avec ces handicaps fondamentaux. La solution pour nous, nous l'avons déjà dit, il faut au minimum $1 milliard par an. C'est le minimum. $1 milliard par an. Pour la problématique de l'Est. Ça veut dire qu'il faut revoir nos priorités budgétaires. Ça veut dire que le gouvernement doit se mettre au diapason de cette problématique. Ça veut dire que la population, la nation congolaise doit se mettre au diapason de cette problématique. Ça veut dire surtout qu'il faut renforcer la problématique sécuritaire du point de vue de la formation, du point de vue du recrutement, du point de vue de l'armement militaire. Ça veut dire également qu'il faut renforcer le renseignement militaire. Ça veut dire qu'il faut renforcer la diplomatie militaire et la communication
sur cette guerre. Ça veut dire qu'il faut dire à l'humanité que le Congo peut réagir et que demain, ce petit pays fragile qu'est le Rwanda, qui joue avec le feu, ne devra pas se plaindre, parce que c'est une nation qui est encore convalescente d'un génocide et qui vit de la commisération internationale et qui pense être prête à faire la guerre. Dire que nous pouvons réagir, que nous sommes prêts, que nous avons une nation qui peut se lever. Si nous arrivons à mettre cette problématique en priorité de la politique nationale, du débat public congolais, si nous arrivons à changer nos orientations budgétaires, notre fonctionnement économique pour l'orienter vers cette problématique, alors nous aurions été à la hauteur. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas à la hauteur. C'est une honte pour le Congo. Le Congo ou le président ou le gouvernement qui n'est pas à la hauteur. Mais nous ne sommes tous tels que nous sommes. Parce que si aujourd'hui le président de la République vous explique que pour avoir 1 milliard de dollars, il faut moins financer certaines choses, est-ce que la société congolaise est prête à l'accepter ? Moi, je prends la problématique dans son ensemble et je n'exonère pas le chef de l'État. Commencez par partager les cartes. La responsabilité de chacun, pas de langue de bois. Je n'exonère pas le président de la République de sa responsabilité. Il a échoué sur cette question. C'est son serment constitutionnel. Laissez-moi y aller. Allez-y. Moi, j'ai mon approche. Je ne suis pas un extrémiste, je suis un analyste de fond. Soyez au moins clair. Le serment constitutionnel du président de la République, c'est protéger le territoire national, garantir l'intégrité du territoire national. Lorsque le pays est attaqué, lorsque des rébellions stipendiées par nos voisins envahissent une partie du territoire, organisent une administration, lèvent l'impôt, créent un État dans l'État, la responsabilité du chef de l'État en tant que chef suprême des armées, en tant que garant de l'intégrité territoriale, est engagée. Il est dans son mandat, il doit réagir. À ce stade, c'est prématuré de parler d'échec ou de réussite. Si nous allons aux élections en 2023 et que Bunagana est toujours occupé, donc ça veut dire que nous consacrons une balkanisation de fait, ce sera le moment du bilan. Parce qu'il aura eu 5 ans, il aura affronté des problèmes, il n'aurait peut-être pas réussi à les résoudre. Parce qu'il est élu pour apporter des solutions. C'est son rôle. Mais je pense que pour le moment, il ne faut pas se tromper de cible. Nous pouvons critiquer l'action du président de la République dans sa gestion courante, mais nous ne pouvons faire qu'une seule chose. En tant que patriote, c'est l'accompagner en tant que chef suprême des armées. Mais lorsque ce mandat sera terminé, il devra rendre... Mais que pensez-vous de son attitude pendant que nous sommes en guerre? On voit des vidéos, des fêtes. Certains disent que cette attitude du chef ne favorise pas un état de guerre pendant que le pays est occupé, Bunagana. Pire, les Burundais viennent d'entrer encore chez nous, au niveau de Sud Kivu. Mais on voit des mariages, des fêtes et tout. Ça frustre et ça énerve les Congolais. Vous savez, les présidents de la République sont élus au suffrage universel direct. Le général de Gaulle disait que une élection présidentielle, en fait, c'est une rencontre mystérieuse entre un homme, un peuple et son histoire. Une fois investi de ce mandat, chacun des chefs d'État adopte son style. Nous avions un chef de l'État qui était taiseux, réservé, qui était recroquevillé sur lui-même, mais il n'a pas reçu de gloriole non plus par rapport à cela. Nous avons aujourd'hui un chef de l'État qui est plus ouvert et qui est certainement dans une logique de segmentation de ses responsabilités, parce que par exemple, moi j'ai pu constater le vendredi passé que dans la matinée, il y avait un conseil des ministres, dans l'après-midi, dans la soirée, il avait trouvé le temps d'organiser le mariage de sa fille. Donc ça veut dire que dans la journée, il a quand même organisé son conseil des ministres. Donc chacun... Pendant que les gens sont à Bunagana, occupés par les étrangers, voient leur président de la République en train de se la couler douce. Ça, c'est sa responsabilité et sa stratégie. Si, en définitive, en 2023, il y a élection et que Bunagana est toujours occupé, ça voudra dire que la stratégie appliquée par le chef de l'État n'a pas été porteuse. Si, à contrario, nous allons aux élections, Bunagana libéré, la partie Est sécurisée, ça voudra dire qu'il avait été prématuré
de considérer que prendre 2 heures pour organiser le mariage de sa fille est un problème. C'est toujours une question de perception. On peut perdre du temps et ergoter sur les attitudes des uns et des autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les résultats. Est-ce que se taire, ne pas organiser de fête comme Joseph Kabila, ou pouvoir segmenter son temps et organiser son temps de telle sorte qu'on reste un père de famille, qu'on reste un cousin, un frère, tout en étant le chef de l'État, quelle est la meilleure méthode? Ce qui départagera les uns et les autres, ce sont les résultats. Moi, je vous ai donné un deadline. Ouais. Je vous ai dit, les chefs d'État sont élus au suffrage universel direct pour 5 ans. Ouais. Et en fin de mandat, ils rendent des comptes. Moi, je ne parle pas de bilan, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'utilisation que nous faisons du terme bilan. Et si vous voulez, on pourra en reparler. Donc, à mon avis, chacun a une méthode. Sarkozy a gouverné d'une certaine façon, Mitterrand d'une autre façon, De Gaulle d'une autre façon, et chacun amène son style. Quelle est la position du centre sur la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique? 1 milliard de dollars, je vous l'ai donné. Il faut réorienter nos priorités. Il faut une société congolaise qui intègre la nécessité du sacrifice. Qu'elle comprenne qu'on ne peut pas se développer si la partie Est est occupée. 1 milliard de dollars, un système de fonctionnement orienté vers la résolution définitive de cette crise, arrêter de mettre la poussière sous le tapis et trouver des solutions définitives. Ça fait 20 ans que nous faisons comme si nous pouvions vivre avec une gangrène dans les jambes. Oui, il y a quelques poussées de fièvre, on prend du paracétamol, des analgésiques, mais le mal est récurrent. Le Congo n'avance pas. Peter Tiani, notre génération doit comprendre que le Congo, c'est la locomotive, mais qu'en même temps, de l'Afrique, sous-régionale notamment, mais qu'en même temps, quand vous regardez ce qui se passe au Ghana, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, je ne parle pas de l'Europe, je parle des pays africains, en Afrique du Sud, en Tanzanie, même en Zambie à côté, vous vous rendez compte que nous prenons au minimum, dans nos atermoiements et nos contradictions internes, des dizaines et des dizaines d'années de retard, parce que la société congolaise n'arrive pas à se déterminer quant aux réelles priorités qui doivent être les siennes. Nous sommes une des rares nations qui, au lieu de s'inscrire dans une logique de structuration de son débat politique, de son organisation politique vers le développement, l'oriente vers la politique politicienne. Si nous étions une élite sérieuse, si au Congo il y avait une élite politique sérieuse, la problématique de l'Est ne serait pas vue comme une question de politique politicienne, mais un enjeu de rassemblement national. D'accord. L'état des sièges, réussite ou échec? C'est une stratégie qui a été mise en place. Nous tirons les conclusions le jour où on dira que l'état de siège est terminé. Il faut savoir que... Oui, mais pendant ce temps-là, oui, une conclusion pour évaluer déjà. Voilà. On sait savoir... on sait comment. Ça tangue de quel côté, ça penche de quel côté. Dites-moi, ça tangue de quel côté? C'est moi qui vous pose des questions. Alors, je vous retourne pour vous montrer que... Là, vous faites de la politique, qui êtes vous faites de la président du centre, vous faites de la ministre de l'Industrie, hier... Voilà, vous avez quand même des jumelles avec vos la yeux pour rigueur, voir la situation politique du pays. Il faut faire attention à ce qu'on appelle à ce qui se passe en RDC. Il y a une épidémie de ce qu'on appelle en français l'ultra-crépidarianisme. Ça veut dire? Ça veut dire la propension que les gens ont à être experts en tout. À faire croire qu'ils peuvent... Les gnosologues. Voilà, à faire croire qu'ils connaissent tout, qu'ils peuvent tout et qu'ils comprennent tout. Les réalités militaires sont des réalités complexes. Les questions de terrorisme urbain, de terrorisme d'une manière générale, sont des questions sécuritaires complexes. Parce que si vous me demandez de dire, il faut savoir que la rigueur scientifique et l'honnêteté intellectuelle, c'est ça le centrisme. Comprenez bien la position. Et là, vous allez voir justement la différence entre le centrisme et l'extrémisme. Pour que je vous dise que l'état de siège, qui est une stratégie appliquée par le président de la République, est un échec, je dois être capable de vous donner la solution alternative et démontrer que dans les faits, cette solution serait
plus efficace dans le même délai des temps, dans le même environnement et avec la mise en place des mêmes moyens. Je vous ai dit, c'est leur responsabilité. Ils ont décidé, c'est son mandat. Le mandat présidentiel, le mandat de cession temporaire de souveraineté que le peuple fait à ses décideurs, c'est le mandat du pouvoir agir. Et après, le peuple juge. Ils ont mis l'état de siège, ça fait 1 an, très exactement. Ils doivent faire l'évaluation. D'accord. Quels étaient les objectifs et quel était l'horizon temporel? Est-ce qu'ils vous ont dit que l'état de siège est mis en place pour 1 an et après c'est fini, on a réglé le problème? Pour les Congolais qui aiment le centre, qui voudraient avoir l'avis du centre sur l'état des sièges, mais je vous donne mon avis. qui sont dans l'Est, vous leur dites quoi? Mais je leur dis qu'il faut attendre. Qu'ils doivent attendre. Ils doivent attendre. Le centre n'a pas de position à donner là-dessus. Non, pas du tout. Et comprenez bien, Peter Tchiani, je vous ai donné un avis général sur la question de l'insécurité à l'Est. Dans l'Est, oui. Je vous ai dit quelles étaient nos propositions. Ok. C'est ça le rôle qui est le nôtre. J'ai dit, il n'y a pas assez de moyens qui sont mis en place et ces moyens ne peuvent pas être mobilisés si la nation dans son entièreté ne met pas la problématique sécuritaire au niveau où il doit être. Je vous ai dit qu'il faut un minimum d'1 milliard pour la formation de nos militaires, le recrutement et le matériel militaire, pour les renseignements militaires, pour la diplomatie et la communication. Okay. Ces 3 axes, j'ai déjà répondu à cette question. Maintenant, vous allez dans les détails polémiques, mais moi, je vous réponds de manière objective pour vous dire, pour moi, mes solutions sont celles-là. Eux, leurs solutions sont ceux qu'ils sont en train d'appliquer. Maintenant, il y aura un moment de jugement. Alors, je vous dis tout de suite, l'état de siège est un échec. Et dans 6 mois, on ne sait pas ce qui se passe, ça marche. Comme vous voulez, tous les groupes armés sont neutralisés et tout va bien. On regarde les informations à votre possession, le temps que ça les a fait. Vous en pensez quoi? La problématique est toujours dans sa phase de complexité. Notre armée se bat, eux ils se défendent et il n'y a pas encore de victoire. Ça c'est une certitude, sinon il n'y aurait pas de problématique sécuritaire à l'Est. Nous savons tous très bien, et ce n'est pas une information, le dire autrement que dans un but populiste, ce serait de la malhonnêteté intellectuelle. Qui ne sait pas que nous avons des problèmes de sécurité, mais qui ne sait pas également que chaque jour, des compatriotes comme vous et moi engagés dans l'armée meurent parce qu'ils essayent de porter des solutions. Après, arrivera un moment certainement où les uns et les autres devront tirer des conclusions. Les conclusions, les vraies, ne peuvent être tirées qu'à partir du moment où celui qui établit la stratégie n'a plus le pouvoir de l'établir. Parce que aujourd'hui même, dans sa configuration, l'état de siège peut être amélioré, peut être transformé, peut être adapté, parce qu'il a encore ce pouvoir-là. Président Germain, comprenons-nous. Comment se porte l'état de droit aujourd'hui? Ok. L'état de droit. C'est quoi l'état de droit? C'est une bonne question. Aujourd'hui, tout le monde parle d'état de droit. Mais si vous demandez aux gens c'est quoi l'état de droit, beaucoup vous donneront juste une perception intuitive. Moi, je vais essayer de dire ce que je sais de l'état de droit d'abord. Ce que vous devez d'abord savoir, c'est que c'est un concept qui n'est pas très vieux en réalité. C'est Hans Kelsen qui est un des premiers à avoir théorisé sur la question de l'état de droit. En fait, schématiquement, l'état de droit, c'est un état dans lequel le pouvoir public est soumis à la règle de droit. Très simplement, ça veut dire le pouvoir du despote est jugulé par la possibilité des autres composants de la société à être sur le même pied d'égalité. Nous avons la magistrature, le pouvoir public, et nous avons la société d'une manière générale, composée des citoyens, personnes physiques, des entités autres, personnes morales. Et il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut en fait que Peter Tchiani soit capable de gagner un procès contre l'État, dans le respect des normes juridiques. C'est ça l'état de droit. C'est la séparation des pouvoirs, c'est l'égalité devant la loi, c'est la possibilité pour Peter Tchiani, qui est ou X ou Y, de gagner sur l'État. Un État où on ne peut pas gagner sur le pouvoir public n'est pas un État de droit.
Donc d'abord, comprenons-le bien, c'est ça l'état de droit. D'accord. Et lorsque vous avez compris cela, vous comprenez tout de suite que c'est une question extrêmement complexe, qu'il était prétentieux de penser pouvoir décréter. Parce que ça intègre des modifications de protocoles de fonctionnement de l'armée, des services de sécurité, de la magistrature. Ça nécessite des moyens énormes de réforme et de changement. Je vais vous donner un exemple très simple. La société congolaise, telle qu'elle est structurée, l'ordre social, aujourd'hui, il est lequel? Depuis 1990. En fait, il n'y a pas d'ordre social, il y a une anarchie. À l'époque de la dictature, il y avait un ordre social qui était établi par les règles dictées par le MPR. Voilà comment la société fonctionnait. Mais depuis, nous avons mis un système politique, mais il n'y a pas d'ordre social. Par exemple, est-ce que les protocoles de fonctionnement des services de sécurité ont changé depuis 1990? À l'évidence, on se rend bien compte que non. On se rend bien compte qu'il y a une superposition des principes démocratiques supposés à travers des élections, mais que les services comme la police judiciaire et autres, si vous allez vérifier les protocoles d'opération, d'action, vous serez étonné de voir que c'est des protocoles qui datent des années 70. Ça veut dire comment la société fonctionne. Lorsqu'une maman d'un certain âge, comme le cas qui est en cours, fait des déclarations On va en parler. qui peuvent paraître choquantes pour une personne qui se sentirait vexée, fût-elle première dame. Comment est-ce que la police doit réagir dans une société démocratique? Quelle est la différence entre la manière de procéder dans une société démocratique et dans une société Est-ce que nous sommes dans un état de autocratique? droit aujourd'hui ou pas? Ça veut dire... Il est appliqué aujourd'hui ou pas? L'état de droit est un idéal. Moi, j'aime bien démontrer. Je n'aime pas affirmer sans démontrer. Par rapport à ce qui se fait maintenant. Mais c'est évident que c'est comme si vous me posiez la question, est-ce que le RDC est une nation démocratique? Je vous dirais qu'elle est dans une transition démocratique. On n'est pas encore une nation démocratique, c'est ce que vous dites pas. Mais absolument. La RDC est une nation en transition démocratique. Ça fait à peine 15 ans que nous avons eu les premières élections pluralistes. Donc, de la même façon, la question de l'état de droit, il ne faut pas en faire. Nous sommes dans une dictature ou dans un état de droit aujourd'hui? Nous sommes dans une transition démocratique. Nous ne sommes pas dans une dictature. Nous ne sommes pas dans une dictature. Nous ne sommes pas non plus dans un état de droit. Absolument. Nous sommes dans si nous ne sommes pas dans un état de droit où les textes qui nous régissent sont appliqués comme il se doit, comme vous avez expliqué, alors c'est quoi? Si c'est pas une dictature. Nous sommes dans un processus. Il faut inscrire tout cela dans la dynamique. Dans un processus, qu'est-ce qui se fait? Quel contenu que vous donnez dans ce processus-là? Le processus, c'est le jeu de contradiction entre la volonté permanente de ceux qui ont le pouvoir d'en avoir plus qu'il ne faut, et la volonté résistante de ceux qui n'ont pas le pouvoir et qui voudraient avoir plus de droits. Allons dans les cas. Voilà. Vraiment, Marie, oui. La manière dont elle a été prise, qu'est-ce que vous en pensez? Mais il faut mettre les deux sur la balance. Ce qu'elle a fait est inacceptable et la manière dont le dossier a été traité l'a été également. Ça nous renvoie à la sociologie de l'organisation de la société congolaise. Okay. C'est ce que je vous ai dit. Je peux vous dire aussi autre chose. Lequel de nous souhaiterait, si ce que cette maman fait ou a fait est à encourager, que sa mère fasse la même chose? Lequel de nous souhaiterait que sa mère fasse ce type de vidéo? Aucun. Mais on voudrait que ce soit les mamans des autres qui le fassent. Pourquoi? Si c'est de l'héroïsme, si c'est bien. Vous voyez? Donc partant de là, la société... C'est pour ça qu'il faut bien comprendre ma démarche. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est toujours de mettre du fond dans mes argumentations. Je considère que dans ce type de cas, dans une société normale, une maman ou un jeune, imaginez un monsieur qui se réveillerait, qui se mettrait dans un carrefour, dans votre carrefour, et qui chaque matin dirait à qui veut l'entendre, parce qu'il pense qu'il est libre, qu'on est dans une société démocratique. Vous passez, ah putain, tu es mal habillé, je ne connais pas la personne. Tu sens telle, n'a pas dormi chez elle, elle a traversé pour aller chez le voisin, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on dirait de cette personne? On dirait de cette personne qu'elle perturbe l'ordre public ou qu'elle a un problème mental, n'est-ce pas? Au coin de la rue, imaginez chaque matin, il y a quelqu'un qui est là habillé, qui dit à chaque personne qui passe, qui dit ce qu'il veut. Mais alors, est-ce que la solution, dans un état de droit,
c'est de venir à 4 heures du matin, c'est d'embarquer, d'enfermer sans information. Dans un état de droit, ça ne se passerait pas comme ça. Mais dans un état de droit également, la personne qui agit comme ça sait qu'elle peut subir la rigueur de la loi. La France est un état de droit. Mais Dieudonné, qui est un humoriste, Éric Zemmour, qui est un polémiste politicien, croule sous les procédures judiciaires. Et certains, aux États-Unis, ont même été ruinés par les procédures judiciaires, parce que c'est ça l'exercice de l'état de droit. Chez nous, il y a des excès dans la société, il y a des excès dans les réactions des services habilités. Pour ma part, je pense que cette dame aurait dû simplement avoir un rappel à la loi, comme ça se fait en Occident, dans le respect de sa dignité, sans que les uns et les autres se mettent au même niveau d'extrémisme. Simplement, elle est extrémiste, nous sommes extrémistes. Non, ici c'est l'État. Elle, c'est une citoyenne. Vous êtes supposé donner l'exemple. Ça veut dire, c'est un rappel à la loi. L'État peut même aller plus loin, en réalité. Exiger un contrôle psychiatrique, parce que parfois les gens sont dépassés par la vie. Chez nous, on pense que les dépressions et toutes ces maladies qui ne sont pas physiques, qui sont des maladies de l'esprit, n'existent pas. Vous voyez? Donc c'est ça. Dans un état de droit, c'est comme ça que ça se passe. On n'embrigade pas. D'accord. Et dans un état de droit, ceux qui posent des actes savent que la loi peut se mettre entre eux et les autres pour protéger les libertés des autres. C'est la manière dont on a pris maman. Mais j'ai déjà répondu. Oh, oui, j'ai rebondi dessus. Oui. Ça a été une violation de la loi, oui ou non? Mais évidemment. On a violé la loi. Non, mais évidemment, parce que nous ne sommes. Mais évidemment, parce que les protocoles de fonctionnement. Vous savez, le président de la République ne l'a-t-il pas reconnu lui-même dans une interview, parlant des excès de certains services? N'a-t-il pas lui-même, président de la République, reconnu qu'il n'a pas toujours l'information à temps sur les excès? On a eu avec les élèves, je crois. Vous avez suivi le président de la République au Tchad, c'est ce qu'il a dit? Laissez-moi terminer. Vous vous souvenez qu'il y avait eu des problèmes? Parce que là-bas, il n'a pas reconnu, là-bas, il a menacé. Il y a eu des problèmes à Béni, je crois, à une époque, avec des enfants. élèves. Vous vous souvenez de ce que le président de la République a dit? Il a reconnu lui-même que la transition des protocoles de fonctionnement de certains de nos services n'allait pas au même rythme. Mais au Tchad, le président vient d'avouer lui-même que ce que la dame avait fait n'était pas logique. Elle était d'ailleurs instrumentalisée. Ben, j'ai dit la même chose. Avec des mots un peu, certains ont qualifié d'ordurier à l'égard de la dame. Et puis le président dit que ce qui bolo rotonde Kakabound, quand on dit des choses, des affirmations, bref. Mais monsieur... Comment vous avez analysé le propos du chef de l'État? Moi, je pense que le président de la République... Au Tchad, vous avez suivi ou que je vous mette la vidéo? J'ai suivi, je n'ai pas été plus choqué que ça. Vous avez trouvé c'est normal qu'un président de la République dise que Bolo Gossou est rotonde? Mais Joseph Kabila a dit la même chose. Il a dit quoi, Joseph Kabila? Il a dit que les prisons sont ouvertes, elles vont se remplir. Il a dit en 2006. Si Joseph Kabila devait arrêter des gens... Allons-y. Il allait arrêter tout le monde dans ce pays. Attendez. Comprenons-nous bien. Okay. Tous les présidents de la République ont, à un moment donné, dans une situation ou une autre, pour redresser les choses, dit ces choses-là. Mobutu l'a dit combien de fois? Vous n'avez pas été choqué comme l'opinion a été frustrée? Non, pas plus que ça. Moi, je pense que le président de la République, sur cette séquence, a voulu se mettre à la dimension du rôle qui est le sien. Qui est celui de menacer des gens. Non, la régulation... Est-ce que l'opposition n'a pas pour rôle de critiquer? L'opposition... Comme le faisait hier l'UDPS. Non, moi je n'encourage pas ce type de position. Vous n'allez pas me demander... Que faisait l'UDPS hier? Je ne valide pas. Vous ne validez pas? Non. Donc le président est pris aujourd'hui parce qu'il a fait hier lui-même. Alors, et c'est pour ça peut-être qu'il veut changer. Vous n'allez pas... Il veut changer en étant maintenant au pouvoir pour arrêter les autres. Il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il faut faire respecter la loi, pas faire arrêter les gens. Il faut que les gens comprennent. Vous savez, Peter Tiani, vous ne trouverez jamais chez moi je ne serai jamais l'avocat des extrêmes. Parce que moi, je me suis réveillé parfois dans ma carrière politique avec de grossiers mensonges,
de politiciens qui sont passés dans les médias pour inventer des histoires ignobles. Sur votre personne. Sur ma personne. Donc, j'ai toujours été de ceux qui considèrent qu'il y a un assainissement nécessaire à faire à ce niveau. C'est également un impératif démocratique. Parce que, comme les économistes le disent, dans ce qu'on appelle la théorie de la loi de Gresham, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Le mauvais débat public chasse le bon débat public. Moi, je vous ai félicité, je vous ai dit, moi, le débat que j'aime, c'est celui-là, celui que vous avez fait, le débat de fond. Moi, le débat des insultes, le débat des affabulations, le débat qui rabaisse l'État, je ne peux jamais prendre parti pour cela. Kaboun, jusqu'à maintenant, est en prison. Un document, une décision de la justice l'a signé en résidence surveillée. Mais il devrait. Mais jusqu'aujourd'hui, il est toujours à Makala. On parle des intentions et des décisions des individus qui ne veulent pas extraire Kaboun de Makala. Comment vous justifiez les choses comme ça? C'est toujours ça le processus ou c'est un état dictatorial où les avis des gens priment sur les textes? Il n'y a rien de nouveau dans ce qui se fait aujourd'hui. C'est peut-être ça le drame. C'est pour ça que je parle d'un processus qui est long. Ce type de situation, nous avons déjà connu ça, ici. Il n'y a rien de nouveau. Des gens qui ont reçu des décisions de justice et dont l'application a traîné. Pose problème. Pose problème. C'est un problème de système. Donc le changement qu'on a tant voulu, tant vanté n'est pas arrivé. Non, disons que le changement n'est jamais aussi évident qu'on le pense. Et quand on a exercé les fonctions, en réalité, la première réalité à laquelle on fait face, c'est celle-là. C'est qu'on se rend compte qu'il y a une différence entre le temps politique et le temps réel. Il y a une différence entre les moyens d'action et les problèmes qu'on rencontre. Il y a une difficulté d'adaptation des hommes qu'on trouve, des hommes qu'on recrute pour les faire arrimer à la problématique à laquelle on fait face. Il y a des problèmes de ressources humaines. C'est une grande leçon du pouvoir. Et aujourd'hui, ceux qui, hier, étaient dans l'extrémisme et qui sont au pouvoir, le découvrent à leurs dépens. Alors, certains pensent qu'il faut embrayer sur leur passé pour condamner leur présent. Moi, je pense qu'il faut collectivement tirer les leçons. Ceux qui sont extrémistes aujourd'hui doivent savoir que s'il n'y a pas une catharsis collective, ils subiront les mêmes choses demain. Prenons l'exemple. Vous imaginez l'UDPS, opposition, avec les moyens qu'ils ont eus dans les fonctions et autres, qui pourra gouverner ce pays? Ils arrivaient à handicaper des pouvoirs, à démonétiser de l'argent, à donner des nationalités à des chefs d'État, des nationalités qui n'étaient pas les siennes, pour les discrédibiliser, et à paralyser le pays, sans moyens. Parce qu'on avait accepté cette façon de faire de la politique et de faire les choses. Et vous pensez que vous pourrez gérer ce pays si nous n'acceptons pas tous de nous remettre en cause avec une UDPS, avec des moyens, des fonctions d'État qu'ils ont eues demain? J'essaye de vous faire le schéma catastrophe. Moi, je pense que l'UDPS demain pour le pouvoir ne sera pas l'UDPS d'hier qui était encore vierge. Et pourtant, ils vous démontrent qu'ils peuvent à la fois être au sommet de l'État et avoir des extrémistes qui sont dans leur camp et qui n'ont pas besoin d'argent, qui n'ont pas besoin de fonction, mais qui manifestent une flamme militante quasi extrémiste. Donc ça veut dire que tout le monde doit pouvoir intégrer Kaboun parle de centaines de millions de dollars qui quittent des jets. Les paradis fiscaux. Moi, j'aurais bien voulu qu'avant la crise qu'il a crié en molestant un garde républicain, le divorce, qu'il le dise aussi. Malheureusement, le problème... J'aurais dû le dire avant. Non, vous savez, moi j'appartiens à une école politique de l'excellence et de la responsabilité. Je pense que quand on a assumé certaines fonctions, il y a ce qu'on appelle le droit de réserve. Moi, j'ai quitté, parce que j'avais de hautes fonctions au sein du MLC, Jean-Pierre Bemba et son parti, j'ai créé le mien. Mais je savais qu'en tant que porte-parole, un éminent membre du MLC et détenteur de nombreux secrets, au nom de l'idée que je me fais les fonctions d'État, je ne pouvais faire que profil bas. Vous voyez que Vital Kamerhe a été le numéro 2 du régime Kabila à un moment donné, président de l'Assemblée nationale, secrétaire général du PPRD, il est parti avec de grands secrets et à travers un clash et un divorce important lié justement à cette question de la sécurité à l'Est.
On a vu le statesmanship dont il a fait preuve, il a construit. Je pense que lorsqu'on a été coordonnateur de l'Union sacrée, donc de la majorité parlementaire, président de l'UDPS, vice-président de l'Assemblée nationale, qu'on a été à l'origine de l'architecture gouvernementale, qu'on a pesé sur le fonctionnement de l'État au point où on pourrait même être assimilé à un numéro 2 du régime. Lorsqu'on part, on part avec l'humilité. On ne fait pas de clash. On part avec l'humilité de la raison. Parce que si Peter Tiani dit, en tant que journaliste, activiste penchant opposition, que des jets partent avec de l'argent, c'est une allégation politique. Mais lorsque le président du parti présidentiel, vice-président de l'Assemblée nationale, coordonnateur de la majorité parlementaire, dit que le régime que je dirigeais ou que je co-dirigeais avec mes camarades, lorsque nous étions à la cuisine, nous enlevions des morceaux de viande de la marmite, on mettait dans des sachets et on jetait. Ce ne sont plus des allégations, ce sont des accusations extrêmement graves qu'il faut pouvoir prouver. C'est très simple. Si Éric Zemmour, il faut schématiser ailleurs pour que les gens comprennent, dit une chose, on va considérer que c'est une allégation de nature politique. N'est-ce pas? Oui. Mais si un ancien Premier ministre français, Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre de Macron, dit « Attendez, moi j'étais Premier ministre, mais le président de la République, pendant que moi j'étais Premier ministre, il mettait de l'argent dans les caisses. » Vous savez que c'est pas la même chose, vous comprenez? D'où la gravité des propos tenus. Et c'est pour ça qu'on observe généralement un droit de réserve. Ou alors, on assume avec des preuves à l'appui, avec des fiches documentées, et on démontre qu'on n'est pas en train de faire du populisme, donc mais qu'on veut vraiment faire... Il faut un procès à Kabound sur base de ce qu'il a dit. Non, moi je pense que de toute façon, au point où on en est, il faut qu'il y ait une vérité qui éclate. Donc moi je condamne cette façon de faire de la politique, parce que je pense que ce n'est pas la bonne. Ok. Mais je condamne également le fait qu'il y ait une ordonnance de mise en liberté, plutôt de changement de résidence de Makala vers une résidence surveillée, et que ce ne soit toujours pas appliqué. Moi, je pense que c'est des choses que nous pouvons améliorer dans le fonctionnement de nos États. Jean-Marc Comene, il va y avoir élection en 2023. Quelle est votre position sur le processus électoral? Moi, je voudrais d'abord qu'on récupère Bounagana. Je n'ai pas d'autre priorité en tant que patriote. Si on ne récupère pas Bounagana, il n'y a pas élection. Ça ne sert à rien pour moi. Donc ça peut aussi être un stratagème politique pour le président de la République de laisser pourrir la situation pourvu que ça lui profite. Alors ce sera un drôle de chef d'État alors. Si en tant que président de la République, on peut décider de laisser mourir ses compatriotes, on peut décider de perdre une partie du territoire pour simplement rester au pouvoir, ça voudrait dire qu'il y a un problème, mais je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui se réveille le matin et qui dise « Non, moi, je suis président, je suis ministre, je viens pour détruire le Congo ». Je ne pense pas qu'il faille raisonner comme ça, parce que c'est ce type de raisonnement, précisément, qui amène le désintéressement et la démobilisation des Congolais face à un enjeu qui est important. C'est parce qu'il y a ce type de thèse qui prolifère que nous avons l'impression que c'est des problèmes périphériques. On va récupérer pas Bounagana, on récupère pas Bounagana. Mais parce que nous n'avons pas encore pris la problématique à son juste niveau, parce que beaucoup pensent qu'on peut en faire des questions de politique politicienne. Et je l'ai dit précédemment, moi vous me posez la question, je vous dis, pour moi, en tant que citoyen congolais, il est hors de question d'organiser une élection pendant que Bounagana a une administration parallèle. Ça ne s'est jamais fait dans ce pays. Parce que ça voudrait dire qu'on consacre la balkanisation de la RDC. Ce qui s'est passé en 2018, parce que certains veulent prendre l'exemple, c'est pas la même chose. C'était pareil où il y avait une partie qui n'avait pas voté. Non, c'est pas pareil. Il y a des partis qui n'ont pas voté parce qu'il y avait une instabilité interne, comme dans le Maïndombe. Vous savez, il y avait des conflits internes. Il y avait une déstabilisation, une situation d'insécurité. Bounagana, il ne s'agit pas de cela.
Bunagana, c'est le Rwanda qui utilise un groupe armé pour prendre possession d'une partie du territoire, qui installe une administration et qui fait de Bunagana le pont avancé d'une stratégie de balkanisation de la RDC. Il ne s'agit pas de Bunagana, il s'agit de nombreux villages également dans le Rutshuru déjà. Donc, pensez que la seule chose qui compte, c'est que vous alliez dans un processus électoral où, tel dans un tour de manège, certains prendraient la place des autres, et dire que c'est ça, être un vrai Congolais. Moi, je ne suis pas de cet avis. Mais est-ce que le fait justement de ne pas occuper Bunagana, c'est un échec partant du gouvernement et qu'il faudrait qu'il y ait des élections pour mettre des gens qui vont être en mesure de récupérer Bunagana? Alors ça, l'on constatera si nous arrivons à cette échéance et que Bunagana n'est pas récupéré. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ce type de situation? Je vous donne ma réflexion. Pour moi, si vous faites une élection sans Bunagana, vous êtes tous complices, cette génération contemporaine, de l'opérationnalisation de la balkanisation. Alors si celui qui est censé donner les moyens pour qu'on récupère Bunagana... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il faut d'abord les chasser lui alors. Non, parce que là, vous allez renforcer la déstabilisation des institutions. Il ne faut pas croire, tout est lié, tout est schématique. Okay. Ce qui se passe généralement dans ce type de situation, c'est qu'on enlève une partie du pouvoir à ceux qui n'ont pas pu et on le fait ruisseler pour que tout le monde se rassemble et essaye d'apporter la solution et ensuite revenir à l'essentiel. Il est clair que si en 2023, Bunagana n'est pas repris, et que nous ne sommes pas en capacité d'organiser des élections, la majorité parlementaire, le président de la République, ne pourront pas continuer à gouverner le pays sans intégrer d'autres forces politiques. C'est-à-dire on va glisser. Alors faites en sorte qu'avant 2023, vous récupérez Bunagana. On va glisser. Récupérez Bunagana. Pour vous, il est préférable que si Bunagana n'est pas pris, que tout le monde entre, qu'on glisse. Mais ça changerait quoi dans la situation de Bunagana? Laissez-moi vous expliquer. Il y a deux façons de voir les choses. Il y a une façon cosmétique à la congolaise, la course au poste et au positionnement, sans une conscience derrière les actes qu'on pose, et puis il y a une façon plus sérieuse de voir les choses. C'est de dire, nous sommes en 2023, nous avons 5% ou 10% de notre territoire qui est totalement hors contrôle, avec une administration parallèle. Qu'est-ce que nous faisons pour récupérer cela? On établit d'abord une stratégie globale, et ensuite, on se donne les moyens institutionnels d'y arriver. Les moyens institutionnels peuvent être justement un gouvernement, des institutions dans lesquelles ceux qui ont de très bonnes idées. Vous savez, le gars qui veut chasser et prendre, hein, celui dont vous parlez, oui. Et celui dont chacun rêve, oui. dans son fort intérieur parce qu'il est partisan de telle personne ou de telle autre. Mais cette personne peut déjà commencer à apporter sa contribution si on lui donne une parcelle de pouvoir, en attendant de pouvoir avoir tout le pouvoir. Qui peut... Ah oui, tout simplement. Tout simplement. Régime Kabila, régime Tshisekedi. On a avancé ou on a régressé aujourd'hui? Quand vous faites un parallèle? Quand on fait un parallèle entre les deux régimes, je crois qu'à cette question, nous avons déjà répondu. Nous avons déjà répondu à cette question en vous expliquant qu'il y a un processus qui s'inscrit dans le temps. Oui, mais répondez-nous clairement, Germain Kambinga. Moi, je ne réponds pas. Pour un Congolais qui vous pose la question, du point de vue social, Germain Kambinga, du point de vue social, sous Kabila où vous étiez ministre, et sous Félix Tshisekedi aujourd'hui où vous êtes acteur politique, président du centre, où vous avez plusieurs formations politiques dedans, Peter Tchani. A-t-on avancé ou a-t-on régressé? Ce sont les petits politiciens, les petits débatteurs politiques qu'on prend à ce type de piège. Moi, je suis confortablement assis sur mon fauteuil avec des idées claires et des réponses réfléchies à toutes les situations. Alors, mon rôle n'est pas de suivre les médiagogues et ceux qui rabaissent le débat politique et qui abaissent la société congolaise. Moi, ce que je fais depuis que je me suis engagé en politique, c'est remonter le débat et la compréhension des Congolais. Dites-nous,
La situation donc, sociale. vos histoires, je vois parfois des émissions qui ont transformé la politique en spectacle, là. Moi, ça ne marche pas avec moi. Oui, mais dites-nous. Vous me posez une question, celle de savoir... Les électeurs qui peuvent voter jamais Kambinga de Non, candidat moi j'ai même dépassé le moi j'ai même dépassé le niveau de ceux qui pensent qu'il faut mentir au peuple pour qu'ils votent. Alors dites-nous la vérité. Moi je suis là pour dire la vérité. La situation sociale sous Félix Tshisekedi et la situation sociale sous D'abord, Joseph Kabila. comprenons-nous bien. Moi je suis là pour dire la vérité. C'est quoi la vérité? Pas pour dire ce que les gens veulent entendre. Alors dites-nous la vérité. La vérité, je l'ai dit avant, je le redis tout de suite et très précisément. Nous avons eu le régime Kabila, nous avons eu le régime Tshisekedi. La première chose qu'il faut dire, c'est que le régime Tshisekedi ne fait pas pire que le régime Kabila. Ça, il faut le reconnaître. Et c'est ça l'honnêteté. Moi, je vous donne des paramètres. L'insécurité, nous l'avions. Nous nous battons encore avec cette insécurité. Bunagana n'était pas tombé hier. Nous avions aujourd'hui, c'est tombé. Nous avions des groupes armés, nous avions des insécurités. Mais avoir une partie du pays occupée par les rebelles pendant plus de 2 mois sous Joseph Kabila, on n'a pas vu ça. Goma a aussi été tombé, on a récupéré. On a récupéré. Donc ça veut dire... Bunagana n'est pas récupéré. Oui, mais le mandat n'est pas fini. Donc ça va. Ça a quand même pris du temps. Hein. Le mandat n'est pas fini. C'est déjà 2 mois passés. Je suis un homme logique dans ce que je dis. Allez-y. La problématique de l'insécurité, nous l'avions, nous continuons à nous battre avec. Le social. J'ai proposé des solutions pour en finir. Vous avez proposé, oui, le social. Nous avions des problèmes sociaux que nous essayons de résoudre. Nous avions un cadre macroéconomique et nous nous sommes battus pour le maintenir à l'époque. Ils font la même chose. Aujourd'hui, quand vous mettez à la balance, l'électeur qui vous suit, qui va voter le centre, vous le dites quoi? Non. Aujourd'hui ça va ou aujourd'hui c'est pire que hier? Je ne peux pas. Moi, je ne veux. L'homme d'État n'est pas celui qui donne des arguments par rapport à la prochaine élection, mais qui s'exprime pour édifier. Oui. Vous parlez du pouvoir d'achat. D'accord. Des ménages congolais, du panier de la ménagère. Tout à fait. C'est quoi le pouvoir d'achat? C'est quoi le panier de la ménagère? D'abord, vous savez, ne vous emmenez pas dans les théories, non, c'est pas des théories. Ma question elle est directe. Le social du Congo. Voilà. Ozoloba social. Donc, je vais te poser une question. Sous Félix Tshisekedi et sous Kabila. Donc, sous Kabila, les gens ont dit que biso tant que le gouvernement social les agis malamu. Donc, donc, dis-moi ma réponse. Social, il y a Félix Tshisekedi, il y a Kabila. Donc, Congolais, tout à la santé. Yangwana na tuni yo. Yangwana nga nazoto. Nga naza moto abo sembo. Yo, okotaka kutu boloko. Pozali koloba que. Mabe, zalaki lobi makasi. Sikoyo. Ngata munazo yebisa yo. Lelo sikoyo ebongi toto koti na kata zelu. Bakundi biso kokunda. Ebongi te et tozongi pesima te. Siko toza wapi? Il faut to ekokani. Ekokani et il faut to bunda poto kende liboso. Mais parce que baby. Non, et baby te ezaka kandenge ezalaka. Maman oyo aza maraîchère ba passion amonaka, azomonaka la, azomonaka. Oui, mais ça regarde masango elongo. Oui, oui. Mais on wenze Mathias ko ndeko wana eza bato yo balingaka kosala populisme. Oza sûr. Est-ce qu'on assure que Talou il y a ça comme Masangu na 2016 et Zandenge mona ça comme Masangu na 2009? Ça veut dire que bah fluctuation et ça les maka. Maintenant rôle à l'État et ça kosala obabengaka ba indexation. Par exemple dans ko peso exemple. Joseph Kabila a bundaki makasi à Matisse, par exemple, le salaire à fonctionnaire. Mais bon, le exemple, la liboso, la libosoté, on les a kuta munene. Ngata munayaki na zonga ina Congo, maman nanga mutu mususu taza magistrat a gagné 11 000 francs congolais. Nato à l'époque ils ont ça net $20. Oui, tant on a oui, oui, bah oui. Oui. Donc, elles ont gagné 11 000 francs quand je me souviens parce que je découvrais le pays, je l'accompagnais. Elles ont gagné 11 000 francs congolais à l'époque. Bah Matisaki, Titan Joseph Kabila à Kendaki, à l'équipe à l'école, $1000. Okay. Les professeurs, parce qu'à l'époque, ils ont dossier à Tritaki, Nazaki, chargé de mission, il y a professeur Emile Ngoy. Moussa Nangali Bosso, ils ont un ministère d'enseignement supérieur. Tant que Tobandi, professeur Azaki a $50 par mois. Professeur Emile Ngoy, le régime Kabila Kanimozo, il m'a dit qu'on a $500. Tu vois, 2005, je crois.
Ça veut dire quoi? Les lots, Toyoki, que fonctionnaire, il y a l'État qui a 40%. En fait, techniquement, il y a une indexation. Parce que taux à franc congolais, après le départ à Matata, tu as le gouvernement, tu as 1000. Les 4 dernières années, on a glissement, tout ça, taux Kitaki Maka, tu as 2000. Mais le salaire à Batou, ils ont indexé. Et d'ailleurs, ils ont débat, personnellement, tu as qui dans le gouvernement, ils ont kamba. Mais et si m'a quitté. Tout le monde a une augmentation à 45%. En fait, en réalité, mati si salaire que salaire à Batou, ils ont un niveau par rapport à la fluctuation de dollar. Par rapport à la fluctuation de dollar, on a augmentation à prix, on a inflation. Okay. Donc, ceux qui sont techniciens, aux populistes, parce que nous avons pour exalter le pouvoir à Kabila. Nous avons à comprendre que les politiciens à gauche, les politiciens à droite, Congolais, Congolais, et que Totika, Kokosa, ou Yazofinga, Tolukande Mayele, Yakobongisa, solo, oui, mais pas Foufou et Kita, solo. Mais ils ont mata parce que la politique publique tient en place depuis qu'elle a changé. Il faut abonguer ça. Ça, c'est une évidence. Pourquoi attendre un lobby bongo là-bas qui c'est l'autre côté? Vous n'allez pas me faire dire que les paramètres économiques qui sont en ma possession ne contredisent pas vos affirmations. Moi, je dis ceci. En tant qu'économiste, je ne transigerai jamais sur la science qui est la mienne. Vous devez avoir un master en administration, je crois. J'ai un MBA, effectivement, un Master in Business Administration, mais j'ai également une maîtrise en économie internationale. J'ai surtout une expérience du fonctionnement de l'État. C'est ça qui compte, parce que j'ai été au cœur de l'État. Je connais comment l'État fonctionne. Je vous dis, les paramètres macroéconomiques qu'on a aujourd'hui sur le tableau ne nous permettent pas d'affirmer en toute objectivité que la situation économique d'aujourd'hui est pire que celle d'hier. Il y a, de mon point de vue, nécessité d'amorcer de véritables réformes pour faire mieux, faire en sorte que les résultats économiques soient suffisamment importants pour rencontrer les problématiques sociales. Si votre question est celle de savoir, est-ce que l'action gouvernementale en termes de résultats économiques permettent à ce jour de pouvoir rencontrer les problématiques sociales? Je vous dirais non, parce que pour que ça marche, on doit avoir un budget qui permette par exemple aux fonctionnaires de l'État, le moins payé, d'atteindre 400 à 500 $, ce qui n'est pas le cas. Nous devons avoir une agriculture industrialisée. Nous avons plus de 100 millions de terres arables. Quel est le niveau de l'agriculture congolaise, de production interne? Nous avons plus d'1 milliard de dollars de niveau d'importation extérieure et un tissu industriel totalement détruit. Comment est-ce que vous voudriez... La corruption a-t-elle fini, prohibée ou ça... Mais là, vous savez, c'est une question qui me fait toujours rire, cette question de la corruption. Mais la corruption, ce n'est pas un phénomène conjoncturel. C'est un phénomène structurel. Dans notre pays. Dans notre pays et dans la plupart des pays d'ailleurs. Pas que dans notre pays, en France, au Japon, partout. Donc c'est un combat de tous les jours. Il n'y a pas de fin au combat contre la corruption. Le rôle de l'État, le rôle du pouvoir public, c'est de mettre en place et de structurer des mécanismes qui vont être dans l'obligation d'adapter au fur et à mesure de l'évolution de la société. Parce que lorsque vous aurez mis l'IGF, sachez que si c'est sur ça que vous comptez simplement, les détourneurs s'adaptent. Ils vont contourner l'IGF. Et on n'a rien inventé. Alinguet est en train de vous suivre, donc il doit changer des stratégies. Il faut une adaptation permanente. En Europe, on est allé, la criminalité a évolué. On est dans la cybercriminalité, les choses évoluent. C'est pour vous dire que c'est un processus permanent. Est-ce qu'on lutte plus aujourd'hui contre la corruption qu'hier? Moi, je voudrais voir des statistiques. D'accord. Je n'ai pas de statistiques.
C'est vrai, il y a des arrestations, mais je n'ai pas l'impression qu'à l'époque de Kabila, il n'y avait pas d'arrestation. Ok. Vous voyez, donc, moi, je suis là pour dire la vérité. D'accord. Je ne suis pas là pour faire toujours plaisir la à un vérité. camp. Merci beaucoup. Voilà. Il nous reste 10 minutes. Vous ne voulez pas qu'on parle, pas que vous ne voulez pas, mais vous avez dit que vous n'aimez pas trop parler de bilan. Oui. On ne va pas trop parler de bilan, mais on va parler de l'action du gouvernement et même du président de la République. Si cette action ou ces actions ont eu des résultats escomptés au sein de la population, comment vous analysez tout ce qui a été fait? Le bilan. Voilà. Ce que vous appelez bilan. Moi, en toute rigueur, un bilan, en réalité, je l'ai déjà dit, en fait, c'est un document comptable. Donc, il faut des critères d'appréciation. Par exemple, quand on dit, c'était quoi votre plus bonne note à l'école? Celle qui vous avait fait plaisir un jour, on vous a rendu votre copie? Moi, dans plusieurs cours, j'étais fort en mathématiques. Oui, la plus grande note que vous avez... 18 sur 20 en mathématiques. 18 sur 20. Donc, il y a un critère, c'est le 20. Il y a quoi? Donc, pour savoir que Peter Tchiani était fort, il a eu 18. Mais sur quoi? C'est pas 18 sur 1000, c'est 18 sur 20. Donc, si vous voulez faire un bilan, on doit pouvoir dire Kabila a fait 18 ans, il a combien sur 20? Mais le 20, là, c'est quoi dans la politique congolaise? Moi, j'ai aucun critère d'évaluation. Parce qu'il a fait des routes, il nous a donné la Constitution, il a créé Congo Airways, il a fait les boulevards, il a réduit le nombre même des groupes armés, il a réunifié le pays avec 4 entités, MLC. Mais on a dit qu'il n'a rien fait, parce que vous êtes même allé en prison, vous, Peter Tchiani. Je suis pas allé, ils m'ont mis là-bas. Oui, parce que vous disiez que malgré le fait qu'il n'a rien fait. En tout cas, c'était la catastrophe. Voilà. Alors, c'est quoi le critère? C'est quoi le critère? La réalité, c'est que si je vous demande un critère d'évaluation objectif qui peut être accepté par tout le monde, c'est pas possible. Parce que moi, je peux considérer en tant que Congolais, j'étais à l'extérieur du pays, j'entendais parler du RCD, qui avait une partie du territoire, du MLC. Donc le pays était divisé par 4. Mais cet homme, Joseph Kabila, à réunifier. Moi, je peux considérer que c'est un bilan positif. Mais vous êtes allé jusqu'à vous faire arrêter parce que vous êtes allé dans une dénonciation radicale. Parce qu'en tant que Congolais, comme moi... Parce que le pays, on ne mangeait pas, on ne buvait pas, on n'avait pas d'eau, on n'avait pas d'électricité. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Hein. La liberté d'expression posée par... Merci de rejoindre mon analyse. Ça, c'est le centrisme commence à rentrer. Je commence à être gagné par les centrismes. Voilà. Donc, vous voyez, c'est l'objectivité. C'est quoi le critère? Parce qu'aujourd'hui, il faut un critère. Je vais dire qu'il n'a pas... Je vais dire le bilan... c'est pour ça que je ne parle pas de bilan. Parlons de l'action. Quelle est mon analyse de l'action gouvernementale? Parce que le terme bilan, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense qu'on n'a pas de critère pour faire de bilan. Regardez, c'est l'action gouvernementale. Pour moi, c'est une action mitigée, honnêtement. Je pense, et je l'ai dit précédemment... Comprends pas pêle-mêle. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je peux juste vous toucher certains ministères. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a aussi du réfifi sur ce qui va arriver sur le remaniement. Dites-nous en plus un peu par rapport... attends, je vais prendre quel ministère? Je prends Gulando. Que pensez-vous du bilan du ministre Gulando? Alors ça, c'est un deuxième niveau. D'abord, je vais y arriver. Globalement, pour moi, le bilan, dans son action globale, le gouvernement... Avec le Premier ministre et son équipe. L'action du gouvernement me semble assez mitigée dans sa globalité, dans la mesure où... Ça m'a échoué. Non, j'ai pas dit qu'il a échoué, laissez-moi terminer. Moi, je dis que ils n'ont pas fait pire, mais ce que je dis, c'est qu'ils auraient pu faire mieux. Vous comprenez la nuance? On joue toujours avec les mots. Hein. Non, ils n'ont pas fait pire qu'avant parce que les salaires sont payés à temps. Il y a même eu des améliorations quantitatives en termes de réserve de change, en termes de budget de l'État même. Mais ils auraient dû faire, ils pouvaient faire mieux. Parce que la problématique est très prononcée, la problématique sociale congolaise. Donc ils auraient pu faire mieux. Maintenant, c'est vrai, ça ne veut pas dire que dans ce jeu à somme nulle, il n'y a pas quelques individualités qui peuvent se dégager. Par exemple, bon, écoutez, moi je pense qu'il fait partie de cette nouvelle génération politique, décidée par le chef de l'État, et il a hérité d'un ministère assez flou au départ. Et j'ai l'impression qu'il donne un corpus. Il donne un corpus, j'ai vu... Un problème de job description pour son ministère. Hein.
Il se bat, et malgré ça, vous voyez quand même que c'est un jeune ministre qui se bat pour donner corps à quelque chose en réalité qui n'existait que dans la tête des décideurs sans donner un corpus. J'ai vu qu'il a mis en place un fonds pour le développement de l'aménagement du territoire. Récemment, ça a été inauguré. Donc c'est une forme de dynamisme qu'il faut encourager. Les affaires foncières, je pense. Oui. Là également, j'ai vu qu'il y a des améliorations. Il y a des améliorations sectorielles. Je me pose moi les jeunes, je ne vais pas aller chez les vieux, je reste chez les jeunes. Il y a des améliorations sectorielles qui sont encouragées. Il y a la numérisation. Moi, ce que j'ai pu voir à travers les médias, c'est qu'il y a un travail de numérisation et de viabilisation par un circuit bancaire, de changement de propriété, ce qui va peut-être réduire les conflits fonciers. Vous savez que les conflits fonciers sont les conflits les plus importants au niveau des juridictions ici. Les gros dossiers, s'il y a 100 dossiers, 90 dossiers, c'est les conflits fonciers. Donc je pense que le travail qu'il fait, si c'est accompagné, peut-être un peu plus, dans une dynamique gouvernementale de mise en relation entre les objectifs et les moyens, c'est certainement aussi quelqu'un qui a pu se distinguer. Notre ministre de la Communication des médias, Patrick Mouyaya-Katé. Il a hérité d'un ministère finalement très complexe, qui, parce que occupé par une personnalité qui a duré d'abord, et qui a imprégné son style, était difficile à remplacer. Je parle ici de Lambert Mende. Il avait structuré l'opinion congolaise dans l'idée que communiquer pour le gouvernement, c'est faire du Mende. Des attaques frontales. Mais j'ai l'impression que tout doucement, avec volonté, il est en train d'imprégner son style. Le nouveau narratif avec Patrick Mouyaya. Il est en train d'imprégner son style. Moi, par exemple, j'apprécie très particulièrement, je sais que très peu de gens l'apprécient, parce que les Congolais ne veulent pas réfléchir. L'idée de faire une communication non centrée sur la personne, mais centrée sur le gouvernement, avec des ministres qui viennent expliquer leur action. Les briefings, comment... Voilà, ça rend plus lisible l'action du gouvernement. Donc pour moi, c'est positif. C'est positif. Didier Boudimbou, ministre des Hydrocarbures, nous avons du pétrole et du gaz, le génie blanc. Didier Boudimbou. Disons que c'était un ministère dont on n'entendait pas beaucoup parler avant, et il s'est lancé dans un projet ambitieux. Et là, à ce niveau, moi je ne peux qu'encourager l'initiative. Moi je dis toujours, entre la perfection et le mouvement, il faut choisir le mouvement, parce que le Congo ne peut pas se permettre des économies d'initiative. La question du pétrole, il y a qu'il met sur la table, prouve qu'il a une volonté de sa part. S'il a répondu à la question de savoir pourquoi avant Tshisekedi, avant eux, Mobutu, Mzee, Kabila fils, pourquoi ils n'ont pas fait cela, s'il a la bonne réponse à cette question, et qu'ensuite, effectivement, le Congo se met à produire... Avec l'histoire de bloc pétrolier. Avec le bloc pétrolier. Kabila doit être délogé pour... S'il arrive à finaliser ce projet, et que le Congo voit son budget multiplié par 2 ou par 3, son PIB multiplié par 2 ou par 3, parce que c'est ça qu'apporte le pétrole, il aura fait, avec le président de la République qui a fait ce choix, une contribution immense à l'avenir du pays. Donc moi je vois certains qui se battent, il faut pouvoir le reconnaître. Vous savez, moi j'ai la conviction qu'il faut se donner une chance. Je parle de notre génération. Il y a tellement peu de qualité, il y a tellement de problèmes d'abaissement du système, que ceux qui arrivent à faire l'une ou l'autre chose, bien qu'imparfaite, il faut pouvoir accompagner cela et dire... Je suis quand même surpris parce que peut-être beaucoup ne t'ont pas donné cette chance à l'époque. Mais ça fait partie des expériences. Tu as essuyé beaucoup de tirs quand même. Beaucoup de tirs, alors que moi-même, j'ai fait ce que je pouvais faire à mon temps. Mais aujourd'hui... C'est surtout t'entendre parler comme ça sur les autres qui sont au gouvernement. Mais parce que... Sur les jeunes, parce que... Mais parce que, vous savez, le combat qui a été... On se souviendra qu'il y a eu beaucoup d'affaires, mais jamais Combing a été traité de tous les noms. Le combat qui a toujours été le mien, ça a été celui de l'autonomisation et de l'émergence d'une nouvelle génération politique. Si j'ai pris ma liberté, si je me suis battu et j'ai fait ce que j'avais à faire en créant le centre, en présentant plus de 700 candidats, même si on ne m'a pas suivi, mon idée a toujours été celle de promouvoir le renouvellement. Et je pense que lorsque le président de la République met des jeunes qui font leur première expérience gouvernementale et qui posent l'une ou l'autre action, je vois chez Ribon Okendo aussi, première expérience gouvernementale, on voit du mouvement.
Jean-Pierre Liao aussi, je pense. L'IAO, on a vu la systématisation dorénavant de la question de la prise en charge sociale des agents de l'État, on a vu l'augmentation du salaire des fonctionnaires. Donc, Jean-Lucien Boussa, lui... Jean-Lucien Boussa, je crois que c'est un des meilleurs ministres de ce gouvernement. C'est une expertise, oui, c'est une expertise et une expérience incontestable. On a vu la structuration qu'il met et l'expertise dont il fait montre dans ce domaine également. Donc, moi, je considère... Tu es surpris de t'entendre parler comme ça des autres? Moi, je considère que, pour quelques cas, c'est un pari gagnant pour le président de la République. Mais ils vont avoir un problème. Le problème du temps. C'est toujours ça le problème. Le problème du temps. C'est une des premières réalités à laquelle on fait face. Moi, j'ai fait 2 ans au ministère de l'Industrie. La banque d'investissement industriel, je n'ai pas pu terminer. L'agence des zones économiques spéciales, je n'ai pas pu terminer. La numérisation des titres des propriétés industrielles, je n'ai pas pu terminer. Consommant congolais, tu as qu'à terminer. Je n'ai pas pu terminer. Mais celui-là, il vient d'où? De l'Italien. Nous ne fabriquons pas encore des chaussures. Le pantalon, comment il faut consommer congolais? Heureusement encore que j'ai ce costume, c'est Tabacoste au cassol. Bon, je savais que vous alliez me piéger avec ça. Hein. Donc il faut toujours consommer congolais. Du mieux que nous pouvons. C'était ça le message, mais on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu les financements. Très peu de gens savent que nous n'avons eu aucun budget. Et quand nous avions réussi à imposer la problématique, la politique a pris le relais et nous avons été dégagés du gouvernement. C'est juste à ce moment-là que le président Kabila, le Premier ministre, ont commencé à intégrer les problématiques industrielles comme une des priorités précédentes, parce que ça prend du temps parfois. Et la question que je me pose, c'est tous ces jeunes ministres, auront-ils le temps? Jamais combien est-ce qu'il t'arrive aussi de te dire pourquoi j'ai mérité ça quand j'étais ministre? À voir ce que tu dis maintenant et ce dont tu as subi. Je suis journaliste depuis hier, j'en sais quelque chose. Ben écoutez, je pense que... Germain Kambinga corrompu, derrière député, avec l'affaire Kabouloulou, ensuite ministre. Je pense... Mais c'est plus le jeune qui a été à l'affût contre toi. Est-ce qu'il y a par moment, en étant ministre, tu te disais, mais pourquoi tout ça, Dieu? Est-ce qu'il vous arrive de fois de vous dire que bon... d'avoir des regrets, de remords pour se dire pourquoi ça pour moi? Vous savez, nous vivons au Congo, je n'ai jamais eu une interpellation de l'Assemblée nationale, je n'ai jamais eu une interrogation judiciaire sur quoi que ce soit, c'est vérifiable, parce que précisément, j'ai toujours fait ce que j'avais à faire avec la plus grande prudence et la plus grande minutie. Je n'ai jamais eu de budget réel, je n'ai jamais pu faire aboutir un quelconque projet ou des décaissements, parce que je n'ai pas eu le temps. Mais le problème, peut-être à l'époque, c'est que, à la différence du régime actuel, le choix qui est fait tout de suite par le président Tshisekedi, c'est celui d'une rupture paradigmatique et générationnelle. Il met tout de suite une nouvelle génération. Il n'y a pas un seul, il y en a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Ils sont ministres d'État, Premier ministre. Son Premier ministre, il a 44 ans. Je crois qu'il vient d'avoir 45 ans. Ça m'a incombé. On a des ministres d'État qui ont 35, 36. C'est un choix politique. Ce qui fait qu'il n'y a pas un ovni. Les gens commencent à s'habituer. Mais à notre époque, le président Kabila avait fait un autre choix. Un choix qui est lié à sa personnalité, un choix de prudence. Et parce que peut-être aussi les problématiques n'étaient pas les mêmes. Quand il arrive à la tête de l'État, il y a des guerres, le pays est divisé en 4, on n'a pas d'économie. Donc, pris le pari de l'expérience avérée. Tshisekedi fait le pari de l'audace. La jeunesse, c'est toujours un pari de l'audace. Et à ce moment, en fait, peut-être Kabila ne peut pas faire le pari de l'audace, parce que vous avez un pays divisé en 4. Donc, ce qui fait que les proches du régime, les hommes forts du régime, sont des gens qui ont une expérience, des anciens mobutistes, c'est beaucoup de personnes âgées. Et on a peut-être un peu, nous, tous ceux qui ont été proches de Kabila, à un moment donné, on a eu ce combat. On a toujours eu l'impression que le président ne faisait pas peut-être assez suffisamment confiance à la nouvelle génération et autres. Mais il a commencé à le faire. Quand il s'est bien assis, et je crois que nous sommes sa première expérimentation. Et lorsque vous faites partie des premières expérimentations,
vous êtes également une espèce de cobaye. Le cobaye, Et c'est pour ça qu'il y a... Le jeune est un loup pour les jeunes. Hein. Voilà, exactement. Mais maintenant, je crois qu'avec le pari fait par le président Tshisekedi, tout le monde est habitué à avoir des ministres de 35 ans, de 32 ans, mais à notre époque, c'était quand même... insolite. Hein. C'était insolite. On voit le gamin qui était porte-parole du MLC, il a un ministère plein, tous les autres... Mais tout ça, ça fait partie de ce qui construit la cuirasse et l'expérience. Moi, je ne regrette pas mes expériences. Moi, toutes mes expériences m'ont forgé, m'ont préparé et me donnent la force et la lucidité d'entrevoir l'avenir du Congo avec assurance, avec la certitude que ma contribution a de la valeur. Parce que je sais, parce que je connais, parce que je peux. Quel est ton plus grand regret? Que le centre n'ait pas eu de député. En 2018, qu'on n'ait pas eu le seuil. Si le seuil n'existait pas, j'aurais eu une quinzaine de députés. Parce que, individuellement, de nombreux candidats du centre avaient eu les voix suffisantes pour être à l'Assemblée. Parce que ça nous aurait permis, enfin, d'atteindre nos objectifs. Ça veut dire peser réellement sur le débat national. En 2023, et vous serez avec qui? Et nous battre pour combattre l'abaissement de la politique. Avec Tshisekedi, avec Kabila, avec Fayoulou, avec Atumbi, vous serez avec qui en 2023? L'idéal, ce serait d'y aller seul. Vous serez candidat président? J'ai dit l'idéal, ce serait d'y aller seul. Ce serait ça l'idéal. Je vous ai répondu que l'idéal, ça veut dire si ça dépendait de moi. Merci. Ça veut dire tout ce qu'il faut dans la marmite, l'idéal ce serait d'y aller seul. Mais s'il faut faire des alliances, ce serait par contrainte et réel politique. Et avec qui approximativement, probablement? Alliance avec qui? Tshisekedi? Avec celui qui aura les meilleures propositions stratégiques qui rencontrent les nôtres, sans aucun état d'âme. Parce que moi, je vous ai dit, je suis confortablement assis sur mon fauteuil. Merci. Et je considère que personne ne peut me faire la leçon. Parce que si vous voulez prendre 5 minutes comme DG de votre chaîne, chacun des acteurs majeurs, moi je peux vous détailler l'histoire et dire aucun ne peut faire la leçon à personne. Merci beaucoup, Jean-Marc. Félix Tshisekedi a des chances de remplir en 2023? Oui ou non? Une élection présidentielle, c'est une rencontre mystérieuse entre un homme, un peuple et son histoire. C'est surtout le moment où chacun doit se rendre compte que la popularité n'est pas un talent, mais un mérite. Si le président de la République veut être réélu, il doit savoir qu'il doit le mériter. Et le mériter, c'est par des actions, c'est par du mouvement, c'est par des résultats. Merci beaucoup, Jean-Marc Ombenga. Un dernier message à la population générale, mais aux jeunes. Est-ce qu'il y a encore de l'avenir? Est-ce qu'il y a encore possibilité de croire et d'y croire? Ou est-ce qu'aujourd'hui, comme certains disent, que Mbogo Bongo sauté? Mais on ne doit jamais désespérer de son pays. Je vous ai dit qu'il y a en même temps un problème d'abaissement généralisé, mais il y a également quelques lueurs d'espoir. Il faut s'accrocher sur ses espoirs, se former, donner le meilleur de soi-même, s'engager dans un esprit libertarien. Les jeunes Congolais doivent arrêter d'idolâtrer, de sacraliser d'autres. Ils doivent atteindre une autonomie de pensée pour envisager leur avenir. S'ils arrivent à faire ça, ils seront utiles à la nation. Il faut avoir l'honnêteté. Je suis licencié de l'université de Kinshasa parce que à l'examen d'État, j'ai triché, parce que durant tout mon parcours, j'ai payé. Je sors de là avec un diplôme et je sais que je n'ai pas les compétences de ce diplôme. Je dois avoir le courage, devant mon miroir, de le reconnaître, de me reformer, d'apprendre un métier, ce qui me permettra d'être utile. Et c'est agrégé. Les politiciens, on ne peut pas continuer à faire croire au peuple congolais qu'on a des solutions qu'on n'a pas. On a expérimenté tous les camps politiques depuis 1960, les Mobutistes, les Tshisekedistes, les Guizenguistes du Palou, Moïse Katumbi, tout le monde a été expérimenté. Indirectement ou directement, chacun a à un moment donné eu à faire ses preuves. Ils doivent reconnaître que les solutions individuelle et individualiste, l'absence d'une vision commune sur l'avenir du pays n'est pas la solution. Cette approche a échoué, il faut inaugurer d'autres approches. Si on intègre toutes ces réalités, le Congo a une chance de se relever et nous avons tous les moyens avec ça.
Merci beaucoup, Germain Kombinga, président du centre, avec tous les autres acteurs politiques. Merci. Vous êtes toujours avec Yves Kissombe, Bangakia et les autres. Ils sont toujours là. Ou les autres ont déjà pris la clé des champs? Non, ils sont là, rassurez-vous, rassurez-vous. Nous sommes dans un combat commun et nous avons la résistance qu'il faut, nous avons le poumon. On va continuer à se battre. Merci pour ce débat très animé, où vous avez essayé de me sortir du centrisme et moi de vous ramener vers le centre. Et vous avez eu le temps d'étoffer votre argumentation. Merci beaucoup. Ou d'expurger la bile de votre foi. Merci beaucoup à vous vraiment pour la disponibilité. Si pas l'éloquence, on n'en parle pas depuis. Mais bon, on a essayé de vous... De me tirer les verres du nez. Et vous avez communiqué pour le Congolais, ils ont suivi, Voilà. ils ont compris sur toutes les questions. Il faut bien qu'il y en ait qui se sacrifient. Et qui ne cherchent pas les voix, qui ne cherchent pas la popularité, mais qui cherchent la vérité. D'accord. On ne peut pas tous être à la course des voix. Au peuple de juger, le peuple va juger. Merci à l'équipe technique qui a été de mèche avec nous. Merci à Arnold Massamba, merci à Emma Mwamba, merci à Yadjo Moulumba. Et merci à vous pour la sympathique attention. Suivez-nous sur Perfect Télévision, sur Nyota Télévision, YouTube, Peter Tiani, RDC.tv. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.